Cette troisième partie, on l'a voulu un peu autour de la technologie, les nouveaux acteurs, puisqu'on a dit il y a les acteurs traditionnels qui arrivent, mais il y a aussi des gens qui inventent parfois des modèles qui répondent à une demande. Très vite, sur un acteur qui est apparu et qui a fait une percée fantastique dans l'univers de l'hébergement en ligne, à travers des réseaux communautaires, et puis qui a lui aussi suscité quelques petites polémiques. Olivier Grémillon, Airbnb, c'est quoi ? Et pourquoi vous êtes un petit peu le poil à gratter des hôteliers en ce moment ? Alors Airbnb, c'est une plateforme en ligne de mise en relation de deux types de personnes qui sont d'une part des particuliers qui ont un bien, qui mettent en location de manière ponctuelle, et d'autre part des voyageurs du monde entier qui veulent voyager autrement et donc voyager chez l'habitant. Donc vous avez quelques photos, je crois, qui sont en train de passer de logements que nous avons sur le site. On a une petite marque de fabrique qui est justement ce logement un petit peu unique, c'est-à-dire on essaye de donner accès à tout un chacun à des lieux auxquels il n'aurait pas forcément accès. Au départ, c'était un site communautaire, des gens qui veulent s'échanger en gros, pour moyennant finance, mais un site communautaire. Et on a l'impression que vous avez pris tout d'un coup un poids considérable. Est-ce que ça correspondait à une demande qui n'était pas satisfaite par d'autres types d'hébergements ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le fait, on en a parlé beaucoup dans cette table ronde sur l'évolution technologique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez sur Airbnb, vous pouvez réserver un appartement ou une maison sur 500 000 qui sont disponibles dans le monde en un clic, en payant dans votre monnaie locale, que vous réserviez à Montpellier ou en Thaïlande ou au Brésil. Donc cet aspect technologique est quand même très important puisque ça permet une facilité de réservation qui est essentielle. Il y a beaucoup de petites choses aussi qui font que des gens ne voulaient pas mettre à la location avant leur résidence principale en particulier parce que c'est leur maison. Nous, on essaie de mettre toutes les sécurités autour de ça qui permettent aux gens de franchir le pas. Alors les clients qui utilisent ce type d'hébergement, est-ce que ce sont des clients qui sont pris à l'hébergement actuel ou est-ce que vous apportez une clientèle supplémentaire dans les destinations où vous êtes présent ? Alors nous, on est vraiment convaincus que c'est une clientèle différente et que c'est complémentaire à l'hôtellerie. Je peux vous donner quelques exemples, mais par exemple pour les familles qui voyagent dans une grande ville, vous voyagez avec 3 enfants, c'est un tout petit peu plus pratique d'être dans un appartement avec 2-3 chambres et pouvoir faire certains repas dans l'appartement plutôt que d'aller... Il y avait les résidences de tourisme pour ça alors ? Tout à fait. Donc une résidence de tourisme est quelque chose de très bien. Un appartement chez l'habitant vous donne quelque chose d'un tout petit peu différent, qui est que vous avez l'impression de voyager comme un local, et c'est ce que recherchent aussi les gens, et ça je pense que c'est une évolution des gens qui viennent du monde entier qui veulent vivre à Paris comme des Parisiens. Et ça se voit un petit peu aussi dans les lieux qui sont réservés, dans quel quartier des villes les gens réservent, puisqu'en général les gens ne réservent pas dans les quartiers les plus touristiques, mais dans des quartiers qui le sont moins, où ils auront une expérience plus authentique. J'ai regardé sur votre site, vous dites tiens je vais regarder Rio, et bien Rio c'était Ipanema, Copacabana. C'était pas autour. Regardez Paris, Londres ou autres, vous verrez, vous en avez partout. Ouais. On a fait vous études. Diffusez des touristes, entre guillemets, dans des zones qui étaient peu fréquentées par le tourisme avant ? Voilà, mais pas parce que nous on les diffuse, c'est parce qu'il y a une demande justement pour aller visiter des villes un petit peu en dehors des sentiers battus et les plus touristiques. Alors, vous avez atteint dans certaines destinations, et j'ai vu qu'il y a une petite polémique en ce moment à New York, par exemple, où on a le sentiment qu'Airbnb est arrivé à un stade où ça pose un problème. Soit on retire des appartements du marché habituel pour le logement des New-Yorkais, et en même temps, ils ne respectent pas tout à fait les mêmes règles de concurrence, de sécurité que les hébergeurs marchands habituels. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Alors, nous, on a essentiellement sur le site des gens qui louent leur résidence principale. Donc, quand vous partez en vacances, que ce soit 15 jours en août ou à Noël, des gens qui louent 1 semaine par an, 3 semaines par an, 4 semaines par an, leur résidence principale quand ils sont partis en vacances. Donc, par définition, ce type d'hébergement n'enlève aucun logement à des Parisiens qui veulent se loger ou des New-Yorkais qui veulent se loger. Il n'y a pas des professionnels, comme on a vu sur eBay. Au début, c'était des échanges comme ça entre particuliers. Et puis, on a vu vendeurs professionnels sur eBay. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des gens qui vont devenir vendeurs professionnels de leur logement sur Airbnb? Alors, essentiellement, c'est des gens qui louent leur résidence principale, parce que les chiffres qu'on a, c'est à Paris 83%, 85%, 95% en fonction des villes dans lesquelles on a fait l'étude. Vous avez certains professionnels, si on peut les appeler comme ça, par exemple les chambres d'hôtes, dans des endroits plus ruraux, qui utilisent notre plateforme pour diffuser leur annonce au monde entier, ce qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité de faire avant.
Donc il y a une très grosse partie qui sont des particuliers qui louent leur résidence principale, mais vous avez certains aussi, certaines résidences secondaires bien sûr, certaines chambres d'hôtes également. Est-ce que vous comprenez un peu la crispation néanmoins des hébergeurs, on va dire marchands traditionnels, qui ont le sentiment qu'ils ne jouent pas forcément avec les mêmes règles du jeu, la fiscalité n'est pas tout à fait la même, les règles de sécurité pas tout à fait les mêmes? Alors, la fiscalité n'est pas la même, mais elle n'est pas forcément plus avantageuse. Il faudrait faire le calcul un jour pour essayer de voir qui paye le plus d'impôts entre quelqu'un qui rajoute les 1 000 € qu'il a gagnés dans l'année sur son impôt sur le revenu. Il suffit qu'il soit dans une tranche assez haute. Il va payer beaucoup d'impôts. S'il le déclare. Pardon ? S'il déclare ses revenus. S'il déclare ses revenus, alors c'est une des questions qu'on me pose souvent. Nous, c'est Airbnb qui fait les virements sur le compte des particuliers qui sont hôtes sur le site, qui sont propriétaires. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 virements sur votre compte bancaire avec marqué Airbnb à côté, peut-être qu'un contrôleur fiscal vous demandera qui est ce monsieur Airbnb qui vous fait des virements assez régulièrement. Donc les gens ont plutôt intérêt à déclarer leurs revenus. Et par rapport aux contraintes qui sont imposées aux hébergeurs marchands sur l'accessibilité, sur la sécurité incendie, est-ce que là vous êtes en conformité ? Alors, moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de contraintes de sécurité, surtout qui arrivent sur les hôteliers en particulier. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait les mêmes contraintes sur les particuliers qui louent leur logement ? Pas forcément. L'accessibilité est un bon exemple. Je crois que la règle est d'avoir une chambre sur 10 qui soit accessible dans un hôtel. Quand vous en avez que 2 des chambres, on ne va pas vous demander d'en faire un dixième, ou 2 dixièmes d'une chambre qui soit accessible. Donc il y a des règles qui sont différentes parce que le logement est différent et que la prestation est également différente. Quel est l'avenir que vous voyez à Airbnb ? Ça va continuer, ça va se développer gentiment. Vous le considérez toujours comme une offre complémentaire. Est-ce que vous ne voyez pas un danger à un moment donné d'être dépassé par votre succès et finalement, comme on le disait à un moment donné, de succès du business parallèle, des gens qui vont devenir des professionnels et qui vont retirer leur appartement du marché? Non, alors nous, on a vraiment vocation, et on l'a dit très clairement, à avoir des particuliers sur notre site. Donc c'est vraiment notre cœur de métier, c'est là-dessus qu'on essaie de travailler. On pense que le site va continuer à se développer. Il y a énormément de potentiel encore dans des grandes villes, mais aussi dans plein de lieux dans le monde entier. Encore une fois, sur cette complémentarité, si vous prenez un autre exemple, il y a énormément d'endroits où l'hôtellerie n'arrive pas à faire face à des pics de fréquentation, que ce soit Paris par exemple à certains moments de l'année, que ce soit des villes où vous avez des événements particuliers, je pense à certains congrès, à des festivals ou des choses comme ça. Donc il y a un intérêt à travailler ensemble justement sur l'offre qu'on peut offrir aux voyageurs qui viennent dans le pays. Et je pense que c'est une force plus qu'autre chose pour les destinations et que tout le monde a gagné parce que ça élargit le gâteau plutôt que de le diviser en plus petites parts. Autre acteur qui a connu un énorme succès et qui parfois n'est pas absent des polémiques, TripAdvisor. Comment a évolué votre modèle finalement économique depuis sa création, qui était un site communautaire d'information? On a l'impression qu'il se dirige vers un site marchand. Quelle est un peu l'évolution? Je ne peux pas penser à une évolution en fait. On a toujours vendu de la publicité et c'est toujours la façon. Parlez bien devant le micro, voilà. Donc effectivement, il n'y a pas de changement depuis le départ. On a toujours vendu de la publicité. Donc on a diversifié la publicité qu'on offre, mais c'est toujours par de la publicité qu'on se rémunère. Et comment vous expliquez un peu, parce qu'il faut évacuer ce sujet tout de suite, un peu les contestations que l'on pose sur les jugements qui sont portés par les internautes? Est-ce que vous avez toujours vous mettez les moyens en œuvre pour vérifier que les commentaires soient des commentaires à la fois transparents et de ceux qui ont vraiment utilisé les hébergements? Oui, tout à fait. C'est effectivement une question qu'on a souvent et je tiens déjà à préciser que c'est notre priorité numéro 1. Nous assurer de l'intégrité, de l'authenticité du contenu est vraiment notre priorité numéro 1, simplement parce que le site est basé sur la confiance et donc s'il n'y a pas de confiance dans le contenu, tout s'écroule. Est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre ces agences qui proposent à des hôteliers de faire monter leurs notes? Est-ce que c'est un business que vous pouvez lutter en disant mais finalement c'est pas normal, on n'a pas le droit de faire ça? Tout à fait. En fait, c'est peut-être celui qui est le plus facile justement à maîtriser. On a vraiment trois moyens principaux de contrôler la qualité, la véracité du contenu.
Tout d'abord, des systèmes informatiques très puissants. Ça fait 13 ans qu'on fait ça et on a vraiment mis au point des logiciels très perfectionnés qui vérifient une centaine d'attributs sur le contenu qui est déposé sur le site. Et ça, donc, déjà filtre très facilement ce genre d'avis. Ensuite, la communauté, très important. Les utilisateurs du site vont signaler des avis qui leur paraissent étranges, qui n'ont pas l'air de coller avec le reste de ce qu'il y a sur le site. Comme Wikipédia, il y a des gens qui sont habilités à changer les commentaires ou à les retirer, ou il n'y a que vous qui pouvez les retirer? Des gens qui ne sont pas de TripAdvisor? Non. Oui. Non. C'est uniquement nous, mais par contre, ce que vous pouvez faire en tant qu'utilisateur, sous toutes les avis, il y a un bouton signaler un problème, qui en fait, chez nous, signale un problème, et c'est là où en fait on a une équipe d'une centaine de personnes qui vont en fait enquêter sur l'avis qui a été signalé par nos utilisateurs. Les hôteliers peuvent également, par le centre de gestion pour les hôteliers, signaler du contenu qu'ils pensent être... Alors revenons un peu à ce rapport que vous avez avec les hôteliers. Au départ, c'était des commentaires sur les établissements, sur le séjour, qui donnaient une note. Finalement, c'était un peu extérieur à l'hôtelier. Est-ce que maintenant, vous avez des relations où vous pouvez, ils peuvent d'une certaine façon utiliser ces avis? Est-ce que le fait d'avoir un bouton de réservation, est-ce qu'il y a des produits, des liens commerciaux qui s'établissent entre des hôteliers et vous? Deux choses. On offre énormément de produits marketing qui sont gratuits, qui sont mis à la disposition des hôteliers. Pour mettre en avant les commentaires favorables, par exemple? Favorables ou pas favorables. Donc pour mettre en avant des commentaires sur leur propre site, effectivement. Donc on a ça qui est disponible pour les hôteliers. Et on a aussi des relations commerciales. Donc avec des chaînes, il y a longtemps qu'on a des relations commerciales. Et on vient de lancer un produit la semaine dernière, TripConnect, qui permet aux indépendants d'apparaître dans le comparateur de prix aux côtés des OTA. C'est un outil de référencement? C'est un outil qui permet aux hôteliers de se mettre en concurrence avec les OTA, là où les OTA achètent du trafic sur TripAdvisor. Donc les hôteliers indépendants pourront acheter aussi du trafic? Tout à fait. Alors ça se passe comment? On a mis une plateforme en self-service où ils peuvent venir et acheter du trafic avec une carte de crédit. En quelques clics, ils peuvent mettre une campagne en place et commencer à recevoir des utilisateurs de TripAdvisor. Alors, ça veut dire acheter du trafic? On vous met à disposition des adresses e-mail que vous pouvez contacter directement ou... Ah non, pardon. Alors, ce qu'on appelle acheter du trafic, c'est un utilisateur qui va de TripAdvisor sur l'engin de réservation de l'hôtelier. D'accord, donc diriger un certain trafic sur le site de l'hôtelier. Tout à fait, pour faire des réservations. Comment vous voyez l'avenir de TripAdvisor? Quel est un peu le modèle qui va continuer? Est-ce que ça va être de s'intéresser d'une façon globale à tous les produits touristiques et dès qu'on peut porter un jugement, ça va être là-dessus? Est-ce que vous voulez vous segmenter, inventer des nouveaux outils encore? On a beaucoup de contenu qui n'est pas du contenu hôtelier, qui n'est pas monétisé à l'heure actuelle. Donc il est possible qu'on s'oriente vers les restaurants, les attractions, etc. On n'a pas de plan précis à l'heure actuelle de faire ça. Pour l'instant, on se concentre sur notre cœur de métier qui est effectivement l'hôtellerie. Et d'autres outils vous êtes dans le travail de marketing, c'est-à-dire que le modèle économique, ça va être de marketer le contenu, donc l'utilisation de la communauté entre guillemets, et cette communauté de la marketer vis-à-vis des hôteliers. Encore une fois, il n'y a pas vraiment Là, le nouveau produit TripConnect, par exemple, a pris énormément de ressources à l'interne. C'est un produit qu'on voulait faire depuis longtemps, qui nous était demandé par les hôteliers et aussi par les utilisateurs qui souhaitaient voir les hôteliers dans l'offre aux côtés des OTA. Donc pour l'instant, on se concentre vraiment sur développer TripConnect et le mettre en place. Donc je n'ai pas trop de vision sur le futur pour l'instant. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le modèle a un petit peu évolué? Est-ce qu'on était un site communautaire qui est devenu un peu un site marchand ou un site commercial? Est-ce que la nature même de l'origine de TripAdvisor, qui était je donne mon avis de façon en toute transparence et en toute honnêteté, est-ce que le succès de TripAdvisor, qui est incontestable, est-ce que ça n'a pas un petit peu dévoyé le modèle économique?
Je pense que ça a toujours été un site commercial. On a été à une époque détenu par Expedia, donc c'est pas nouveau. On a toujours généré du revenu, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je pense pas du tout que ça dénature ce qu'on fait. Le contenu, encore une fois, est vraiment notre corps de métier, au cœur de notre métier, et je pense pas que le revenu ait un impact sur ça, non, pas du tout. Exatourisme, Yves Tirode, on est venu l'année dernière un peu présenter cette initiative. On est encore dans les nouveaux outils, plateforme aussi. L'idée, c'était en fait de pouvoir mettre en marché des produits un petit peu difficiles, d'enrichir des contenus. Où est-ce qu'on en est de la mise en œuvre d'Exatourisme? Si vous permettez, je vais peut-être commencer par dire ce que je fais réellement aussi, parce que Exatourisme, c'est une partie de mon activité, mais moi je suis directeur général de voyagesncf.com, mais aussi de Rail Europe. Et Rail Europe, peut-être que vous compreniez ce que c'est quelque chose qu'on a intégré déjà au sein de voyagesncf.com. L'idée étant que, si je reprends tout ce qui a été présenté, très bien présenté pendant les différentes sessions, on rentre bien dans... Je pense que le digital, aujourd'hui, est en train de créer des acteurs hyper spécialisés. Il n'y a pas le choix parce que vous êtes face à des acteurs qui sont tellement bons que si vous ne vous spécialisez pas énormément, vous n'en sortez pas. Et alors nous, ce qu'on fait, nos spécialités, c'est la vente de tout le train européen partout dans le monde. Et on a deux marques. On a voyagesncf.com, on a Rail Europe. Et on a du reste un actionnariat sur Rail Europe qui n'est pas à 100% SNCF parce que c'est fait avec les chemins de fer suisses. Donc à partir du moment où on fait ça, notre promesse, la promesse qu'on fait aux consommateurs, elle évolue vers la destination automatiquement. Parce que quand on vend un Chinois ou quand on vend un Américain, la première question, le premier challenge qu'on a, c'est de le faire venir vers l'Europe. Et une fois qu'on l'a fait venir vers l'Europe, eh bien, évidemment, ce qu'on veut, c'est lui faire des voyages qui sont les plus intéressants, les plus inoubliables possibles. Hein, c'est des gens, souvent, aux États-Unis, en moyenne, les gens vont faire 1,5 voyages par vie. Par vie. Donc, et en Chine, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, on est face à deux gros enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu technologique. Je pense que j'aimerais bien venir après parce que je pense que ce qui change en ce moment, c'est la technologie. Alors, il n'y a pas le choix, il faut des volumes et de l'innovation. Et puis le deuxième enjeu majeur, c'est d'avoir des contenus qui fassent qu'on soit capable de vendre au mieux la destination. Ça, c'est aujourd'hui un sujet qui nous soucie beaucoup chez Rail Europe et chez voyagesncf.com. Hein, on a vendu l'année dernière plus de 8 millions de voyages à des non-français. Donc ça commence à être un peu sérieux. Mais le problème auquel on est confronté, c'est qu'on veut sortir je dirais, du voyage extrêmement classique où finalement on fait Paris, la French Riviera et quelques villes italiennes. Nous, on veut être capable d'amener les touristes qui viennent de partout dans le monde, partout en France, peut-être aussi autour de la France, évidemment en privilégiant les voyages en train. Et pour ça, ce qu'il nous faut, c'est un outil que nous n'avons pas encore, et cet outil-là nous manque vraiment cruellement, qui est un outil dans lequel on puisse avoir l'ensemble des données touristiques françaises qui soient structurées et classées. Voilà. Donc c'est pas la vocation d'Exatourisme? Eh ben c'est tout à fait pour ça qu'on a été dans Exatourisme. Voilà. Donc, ça fait un peu plus d'un an qu'il a été présenté. Où est-ce qu'on en est? Voilà, bon, il y a plusieurs choses. On a commencé. Je veux dire, déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'on puisse amorcer... Olivier, vous donnez votre micro. Voilà. Bon, déjà, on a commencé techniquement. La première chose qui est compliquée, parce que, évidemment, dans une initiative de ce type-là, tout n'est pas rose. Il faut fédérer, il faut... D'abord, il faut deux choses. Il y a une sorte de boucle vertueuse à créer. La boucle vertueuse, c'est avoir le maximum de contenu pour générer le maximum d'audience. L'audience, nous, on l'a sur nos sites. Maintenant, le maximum de contenu, on ne l'a pas encore, parce que la difficulté auquel on est confronté, c'est qu'il faut qu'on puisse agréger le maximum de contenus qui viennent des CRT, des CDT, des OT, et les privés, je pense en particulier à l'ensemble des hôteliers. Qu'est-ce qui freine, Christian? Le manque de contenu, justement. Là, on est un peu déçus, parce que, en clair, la bataille numérique digitale demain, c'est une question de moyens. Booking, je crois que c'est 900 millions d'euros au premier semestre de dépenses marketing dans le monde. Donc, vous voyez à peu près le niveau du ticket d'entrée. Donc, il y a la question des moyens et la technologie, le e-commerce et les contenus.
Donc, e-commerce et technologie, on a un champion, national voire européen. On peut s'associer aussi à d'autres qui peuvent venir en complément. Mais ce qui va faire la différence, ce sont les contenus et la destination. Les destinations, les régions, ce sont des contenus. Et là, on a plutôt en lacune. Donc, et parce que les interlocuteurs que vous avez n'ont pas pris conscience de cette non, outil parce qu'il y a une supplémentaire. histoire, vous savez, il y a une histoire humaine derrière tout ça. Il y a une époque où, quelques années, il y a une dizaine d'années, ou 15 ans, ou 20 ans, on avait des documentalistes dans nos métiers qui étaient dans les offices de tourisme, les CDT, les CRT, également à Tout France, aux Maisons de la France. Nous n'en avons quasiment plus. Donc des gens qui allaient chercher de manière manuelle, et qui étaient des spécialistes des musées, du patrimoine, des événements, de l'hôtellerie, de la restauration, tous les objets touristiques, ils allaient rechercher, ils allaient sourcer, ils allaient rechercher toutes les informations, les renseignements et les mettre à jour. On n'a plus tellement ces compétences. En plus, c'est vrai, maintenant je vais provoquer un petit peu la salle, tant pis, c'est vrai qu'on voit des bacs plus 5 et des bacs plus 6 aujourd'hui qui ont des connaissances en géographie qui n'étaient pas celles qui existaient avant dans les générations passées. Donc, ce qui fait que quand on vérifie un contenu de site internet, par exemple, il faut comparer avec un atlas au lieu de le faire de tête. Non, mais c'est à peine une anecdote et une provocation, mais pas tant que ça. Bon. Donc, on a une difficulté sur ce cœur de métier. Et c'est vrai qu'on n'a pas su fabriquer ensuite suffisamment, à partir de données d'informations très précises et de renseignements précis sur la destination, de format et de contenu numérique. Est-ce que c'est un problème de, vous parlez de format, de langage, que tout le monde parle le même langage, qui est un format assez facile pour intégrer les informations dans un masque? Est-ce que c'est un masque ou est-ce que c'est assez libre? Il y a un mélange de tout, en fait. Je pense quand on a lancé cette initiative, et je répète, cette initiative est nécessaire. Moi, j'en ai besoin en tant que marchand. C'est pour ça que j'y suis allé. Mais on a vu d'autres partenaires qui seraient heureux d'avoir accès à une information rapide et riche, quoi. Moi, je crois que si nous ne sommes pas capables de créer collectivement cette base de données avec un contenu de qualité, mis à jour régulièrement, le problème, c'est que d'autres le feront à notre place et nous le feront payer. Voilà. Je pense que c'est au cœur de notre modèle économique. Alors, je pense qu'on a un vrai sujet aujourd'hui de capacité à se fédérer. Et je pense qu'il faut que l'ensemble de la profession ait envie de le faire. Alors, il faut lancer un cri d'alarme. Alors là, oui, c'est un cri d'alarme. Allons-y, franchement. Ouais. Donc c'est vrai que je ne suis pas sûr que TripAdvisor, par exemple, se lance demain dans la production de contenu sur l'ensemble, exhaustif sur l'ensemble de la destination France et de ses régions. Je ne pense pas que ça soit votre objectif. Vous n'allez pas le faire, dites-le. On ne crée pas le contenu nous-mêmes, c'est les utilisateurs qui le créent. Donc, il faut fédérer des contenus existants. Oui, mais ils n'existent pas. Si on essaie de tendre, et dans notre mission d'intérêt général de Tout France, nous cherchons à le faire, tendre à l'exhaustivité, la représentativité du territoire, on n'a pas, on a des vides, des lacunes. Tout France adapte aussi pour l'international des contenus. Nous le faisons déjà, c'est une prestation que nos partenaires connaissent bien. Adaptation au marché, en particulier utilisation dans les réseaux sociaux pour parler à la presse, aux blogueurs, aux influenceurs. Donc on fait tout ce travail d'adaptation parce que là aussi, ce qu'on dit avec Yves régulièrement, il faut penser mondial, même plus international, mondial. Et c'est la dimension internationale mondiale qui reviendra en boomerang vertueux, positif sur le marché français. C'est-à-dire que si on continue à penser France, marché français, les contenus en français, et qu'on ne pense pas à adapter à l'international sur de très nombreux marchés, évidemment, donc des langues différentes, une adaptation à un langage web qui est différent, une iconographie qui va être différente. On ne regarde pas les mêmes images, enfin les mêmes objets filmés ou photographiés de la même façon en Italie ou au Japon ou en Allemagne. Donc il faut aussi s'adapter. Est-ce que les contrats de destination qui se mettent en place, il n'y a pas une obligation à l'intérieur de ces contrats déjà d'alimenter le tourisme? Une obligation, une incitation. Ouais. On n'est pas à l'ère de l'obligation. On va inciter, surtout sans trop de moyens, on va donc inciter nos partenaires à investir dans des contenus pour que derrière les contrats de destination, il y ait de la promotion efficace. Et c'est vrai que si on lit la promotion à l'effort sur le produit, à l'élévation et l'évolution de l'offre, on va avoir du résultat. Et la promotion, c'est du numérique, c'est la promotion digitale à 80% maintenant. Donc il faut qu'on fasse
à partir de nos rôles respectifs en union et avec l'ensemble de la communauté des acteurs, un travail qui est à la fois de la promotion digitale et de la vente. Tout de suite, oui, c'est le deuxième aspect, Yves, le but final, c'est quand même de mettre en marché. Est-ce que d'une certaine façon, vous promettez un retour sur investissement? Bah, En tout cas, moi, du temps passé. Moi, ce que je peux, aujourd'hui, nous, on a refait l'ensemble de notre stratégie pour en fait faire venir le maximum d'étrangers en France, en Europe et au sein de l'Europe, le maximum en France. Si on n'a pas des contenus, des promesses clients qui soient différenciantes, fatalement, on est moins armé quand on parle aux Américains ou aux Chinois. Donc on a un enjeu, à mon avis, extrêmement fort d'être capable de... Je pense que c'est fondamental d'être capable de mettre dans un même moteur de recherche l'exhaustivité de l'offre, une offre et des contenus qui soient les plus qualifiés possibles. Ce que nous n'avons pas encore aujourd'hui, et ce qui nous manque, je le redis, ça nous manque cruellement. oui, Ça va être le mot de la fin, Christian, Ah bon, donc pratiquement. Bon. Donc Il faut soyez quand même percutants. rajouter, puisque tu as parlé d'exatourisme, en 2 mots, les régions les plus performantes nous ont rejoints parce elles se sont équipées, elles ont des contenus et nous avons un moteur de recherche. Bon, donc il faut continuer l'effort pour avoir cette plateforme d'infomédiation à terme dont on a vraiment besoin puisqu'on est dans une compétition qui est très très difficile aujourd'hui. Et je voudrais quand même un petit mot de la fin. On a un double effet qui perturbe l'industrie du touristique française. L'effet de la crise, qui est une crise géographique européenne, et l'effet de la croissance, qui est la croissance mondiale du tourisme, qui perturbe peut-être plus que la crise. Tant il faut se réformer et évoluer à grande vitesse, à marche forcée. Je vous remercie. On se donnera rendez-vous l'année prochaine, parce que l'année prochaine, vous direz que tout a bien marché, que le cri d'alarme que vous avez lancé aujourd'hui a été entendu.